Monsieur Francis Dupont, bonjour. Bonjour Franck Abed. Voilà, je vous reçois aujourd'hui pour le livre que vous avez commis aux éditions Perrin. Voilà, Philippe II d'Espagne, donc l'apogée du siècle d'or espagnol. Donc je l'ai lu, je l'ai terminé donc hier soir. J'ai trouvé que c'est un livre vraiment très intéressant, très dense. Vous abordez de nombreux sujets. Vous êtes toujours dans vos propos mesurés et équilibrés. Vous revenez sur la légende noire. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage passionnant, très bien écrit, pédagogique. Donc j'ai vraiment aimé. Et c'est vrai que je ne vous le cache pas, je vous l'avais dit en privé lors de nos échanges par courriel, que c'est un roi Philippe II que j'aime beaucoup et ça doit être la quatrième ou cinquième biographie que je dis de lui. Donc voilà, je suis vraiment très enthousiaste sur votre livre. Donc maintenant, on ferme le chapitre des compliments de la présentation du livre. Et donc ma première question va être la suivante. Comment présenteriez-vous Philippe II d'Espagne à une personne qui ne le connaîtrait pas? Alors, je pense que déjà, il faut se garder de tout anachronisme concernant ce personnage. Donc, il faut considérer que c'est un prince de la Renaissance qui a été élevé en partie, qui a reçu une éducation humaniste, même si cette éducation est assez courte, en raison des contraintes de ses charges de souverain. C'est un personnage qui a un caractère, on va dire, qui est plutôt porté vers la timidité, donc qui n'est pas quelqu'un d'exubérant, on va dire qui n'a pas beaucoup de charisme non plus, ce qui va évidemment donner comment dirais-je, une approche particulière à sa manière de gouverner, et on va dire ce qui pourra poser certains problèmes parce que finalement cette espèce de timidité au fil des années va évoluer vers une sorte de misanthropie. Donc il s'éloigne, en fait, il essaie d'éviter au maximum le contact avec ses semblables. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans cette période un peu de transition qu'est la Renaissance, puisque bon, Philippe II naît en 1527, meurt en 1598, on est vraiment dans la Renaissance, c'est, il n'a rien du roi chevalier tel qu'on peut l'imaginer, au cœur de la bataille, en armure. C'est quelqu'un qui vit plutôt retiré dans ses palais, dans ses demeures, dans ses résidences royales, et qui gouverne, on va dire, ses États plus avec la plume avec l'épée. Voilà, contrairement à d'autres souverains contemporains de lui. Certains historiens ont parlé d'un roi bureaucrate. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu l'originalité du personnage à cette époque. Comme je le disais, bon, beaucoup de rois aiment encore guerroyer. Lui, bon, fatalement, a été mêlé à certains combats au début de son règne. Je pense à la bataille de Saint-Quentin et surtout au siège de Saint-Quentin, puisqu'il n'assiste pas à la bataille de Saint-Quentin. Mais on va dire très rapidement, il se retire dans ses bureaux. Et effectivement, il est un roi bureaucrate. En cela, c'est faire preuve d'une certaine modernité aussi, puisque voilà, il comprend que la gestion d'États aussi considérables que les siens nécessite un gros travail d'écriture, d'organisation, et donc il passe beaucoup de temps effectivement à son écritoire. Ou à dicter à ses secrétaires les courriers qui sont envoyés aux quatre coins de son empire, puisqu'on va dire il est plusieurs fois roi de tout un tas d'États sans continuité géographique, et donc voilà, il faut diriger tout ça. Mais à l'époque, effectivement, on a une autre image un peu du souverain, là encore l'importance de contextualiser, et c'est vrai qu'il est un peu moqué, que ce soit en France ou même en Espagne, pour cette dimension de roi bureaucrate. Donc, il est surnommé en Espagne el rey papelero, c'est-à-dire le roi paperassier. Donc, ce qui, on va dire, n'est pas forcément extrêmement flatteur pour un souverain de cette importance. Merci d'expliquer à ceux qui regarderont la vidéo comment ce Habsbourg a-t-il pu devenir roi d'Espagne? Alors, il est devenu roi d'Espagne par, on va dire, un concours de circonstances un peu particulier. Donc, comme vous l'avez dit, il est issu de cette famille des Habsbourg, donc une famille de la noblesse germanique,
possédant le nom Habsbourg provient d'un château situé en Argovie suisse, donc qui s'appelait Habsburg. Et cette famille, en fait, assez rapidement dans le Moyen Âge, fait preuve d'une grande ambition, donc gravit tous les échelons de la hiérarchie nobiliaire jusqu'à finalement accaparer le titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique et en faire quasiment un titre héréditaire, alors qu'à l'origine, le titre était décerné de façon élective. Et donc, cette famille voit sa puissance grandir, euh, notamment grâce à une politique matrimoniale assez avisée et chanceuse. C'est-à-dire qu'à cette époque, effectivement, et pour longtemps, les deux moyens pour un souverain d'agrandir ses États, c'est la guerre, la conquête ou les alliances dynastiques. Et effectivement, par une série d'alliances dynastiques, les Habsbourg s'étendent de plus en plus en Europe. Donc, le grand-père de Philippe II, donc c'est Maximilien, empereur du Saint-Empire, qui épouse Marie de Bourgogne. Ainsi, la famille de Habsbourg met la main sur le duché de Bourgogne, donc tous ces États que sont l'actuelle Belgique, les actuels Pays-Bas, la Franche-Comté, donc un territoire assez important. Et puis l'étape suivante, c'est le fils de Maximilien et de Marie de Bourgogne, donc Philippe le Beau, qui va épouser l'héritière des États d'Espagne, de la péninsule ibérique, donc Jeanne, surnommée plus tard Jeanne la Folle, qui est la fille des rois catholiques, donc ceux qui ont reconquis, qui ont achevé la reconquête de l'Espagne sur les morts, et qui ont également entrepris un travail d'unification politique de la péninsule ibérique, puisque les rois catholiques, c'est Ferdinand d'Aragon, donc qui possède un grand nombre de provinces autour de l'Aragon, le comté de Barcelone. Il conquiert également le Béarn, je veux dire la Navarre, pardon. Et puis donc Isabelle la catholique, donc qui est reine de Castille. Donc voilà, on a déjà là donc une unification bien avancée. Donc Philippe le Beau devient donc le mari de Jeanne, l'héritière donc des États espagnols. Ils vont avoir des enfants, dont Charles Quint, donc le père de Philippe II. Et c'est ainsi que Philippe II se trouve l'héritier de ces États espagnols, sachant que, bon, pour un certain nombre de raisons qu'on sera peut-être amené à développer, il a fallu vraiment, alors qu'effectivement, il aurait pu être élevé aux Pays-Bas, donc l'actuelle Belgique et les Pays-Bas, dont était là où avait été élevé Charles Quint, il a fallu élever Philippe II en Espagne, en Castille même plus précisément, et en faire vraiment un roi espagnol. Donc voilà comment Philippe II en est arrivé à gouverner les Espagnes, donc tous ces royaumes d'Espagne, Aragon, Castille, Navarre. Est-ce que les historiens peuvent déterminer et est-ce qu'ils sont capables de dire ou pas que Philippe II fut un bon ou un mauvais roi? Alors, c'est très difficile, déjà parce que chronologiquement, on va dire, le roi des débuts ne ressemble pas du tout au roi de la fin, donc à la limite, vous pourriez avoir une césure peut-être dans son règne. Donc le règne commence magnifiquement avec, mettons, la fameuse victoire de Saint-Quentin sur les Français en 1559. Euh, Là, Philippe II est confronté à la rivalité du roi de France. Donc, il remporte une énorme victoire, donc non seulement près des Pays-Bas, donc à Saint-Quentin, et également l'un de ses capitaines, le duc d'Albe, remporte également des victoires en Italie. Et donc là, ça permet d'aboutir à une paix qui met fin à une guerre de plusieurs décennies entre la France et l'Espagne. Donc et donc de ce point de vue-là, il est vraiment ce qu'on appelle le roi de paix, ce qui est une notion fondamentale au moment de la Renaissance. C'est-à-dire que beaucoup de philosophes comme Erasme à cette époque
considère qu'un roi est remarquable par son action qui aboutit à la paix, et non pas forcément par la conquête, la guerre, qui est quand même synonyme de ruine et de ravage pour les populations civiles. Donc c'est vraiment le roi de paix avec le traité du Cateau Cambrésis. Donc voilà, c'est un grand roi à ce moment-là. Et puis, on va dire, il y a la dernière partie du règne, qui est des 10 dernières années, où là, il est vieux, malade. Ses conseillers, ses premiers conseillers ont disparu, sont morts. Ruy Gomez, le prince d'Éboli ou le duc d'Albe. Et donc, on va dire, la génération suivante de proches conseillers de bien moindre qualité. Et les 10 dernières années de son règne sont assez catastrophiques, puisque finalement, il s'engage dans des guerres sans véritablement de motifs légitimes, parce que là encore, on va dire, les intellectuels, les philosophes de la Renaissance, voire de périodes plus anciennes, ont déjà essayé de codifier la guerre pour essayer de l'encadrer, de la limiter au maximum. Et donc, c'est important d'avoir un motif légitime pour entreprendre une guerre. Et il ne les a pas, c'est-à-dire il poursuit la guerre contre la France alors qu'Henri IV s'est converti, enfin en tout cas abjuré le protestantisme et est revenu à la foi catholique. Donc le prétexte de faire la guerre pour maintenir la foi catholique en France, il n'existe plus. Et la guerre se poursuit aux Pays-Bas alors que sans véritablement concession de sa part. Alors après, ce qu'on peut dire, où là, malgré tout, il fait preuve, enfin là encore, on peut considérer comme un grand roi et enfin voir un aspect positif, c'est qu'avant de mourir, donc il meurt en 1598, il est très malade, il cherche quand même à mettre de l'ordre dans ses affaires, ce que n'avait pas du tout fait, par exemple, son père, qui a des aspects beaucoup plus positifs. Charles Quint est quelqu'un d'extrêmement charismatique, et justement plutôt à la figure de ce roi chevalier qui effectivement est sur les champs de bataille, galope à francs étriers dans tous les sens. Donc, mais laisse finalement à son fils, on va dire, une situation internationale très conflictuelle. Le pape veut lui faire la guerre, la France veut lui faire la guerre, alors que donc Louis-Philippe II, donc lorsqu'il se sent mourir, décide d'un peu tout mettre en ordre, donc fait la paix avec la France, c'est le traité de Vervins. Et puis, surtout, essayer de trouver une solution, autant qu'on puisse en trouver une, à la situation, au conflit des Pays-Bas, en donnant en dos à sa fille, Isabelle Clara Eugenia, donc sa fille aînée, qui va épouser donc, son cousin, l'archiduc Albert, de la branche des Habsbourg d'Autriche, donc en lui donnant donc, en dos la souveraineté des Pays-Bas. Et donc, comme ça, les habitants des Pays-Bas retrouvent un souverain qui est juste géographiquement chez eux et qui va essayer d'un peu apaiser les choses. Alors, ça ne résout pas le problème de la religion et donc la guerre avec les protestants qui ont déclaré leur indépendance au nord des Pays-Bas. Mais en tout cas, c'est malgré tout enfin, une démarche qui est intéressante pour un souverain, de dire voilà, je mets mes affaires en ordre avant de disparaître. Voilà. Avec le règne de Philippe d'Espagne, pouvons-nous réellement parler de premier empire mondial ou est-ce que cela commence avec son père Charles Quint? Alors, on va dire que ça commence déjà évidemment avec le règne de Charles Quint, puisque les Espagnols prennent pied sur le sol américain avec Charles Quint. Jusque-là, on va dire à l'époque des rois catholiques, on est dans la Caraïbe, Saint-Domingue, voilà, donc vraiment on prend pied sur le sol américain au Mexique avec sous Charles Quint. Alors, un point important à préciser, c'est que cette conquête du Nouveau Monde, ces conquêtes sont réalisées à des initiatives privées, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs privés qui, avec l'accord plus ou moins tacite ou express du roi d'Espagne, vont aller conquérir de nouveaux territoires. Donc il y a cet aspect particulier qui confère une certaine dynamique à la conquête, puisque bon, ce sont des gens qui agissent pour leur compte personnel avant tout, dans l'espérance de gain. Et pour en revenir à votre question, donc on va dire l'empire devient vraiment mondial avec Philippe II, puisque
puisque sous le règne de Philippe II, l'Espagne met vraiment un pied en Asie avec la conquête des Philippines en 1570. Et là, elle se trouve vraiment aux portes du Japon et de la Chine. Et il est même envisagé à un moment, enfin, par ces entrepreneurs privés, une conquête ou par des missionnaires, une évangélisation de la Chine. Bon, ça ne se fera pas. Et puis également, en 1580, cette fois-ci, ce sont toutes les possessions portugaises qui tombent également sous la coupe de Philippe II. Et le Portugal était déjà très implanté en Asie, avec de nombreux comptoirs, en Inde notamment. Donc c'est véritablement, l'Empire devient vraiment mondial sous Philippe II. Alors, pour rappel, donc, vous avez rappelé que les Habsbourg contrôlaient directement, indirectement un certain nombre de territoires en Europe. Euh, Philippe II d'Espagne a même été un roi consort d'Angleterre. Les Habsbourg contrôlent également une partie d'Italie, le Saint-Empire romain germanique, les Pays-Bas, l'Espagne, etc. Est-ce que Philippe II d'Espagne, à un moment donné dans sa vie, a-t-il travaillé ou rêvé de ce qu'on a appelé la monarchie universelle, c'est-à-dire d'une monarchie chrétienne à l'échelle de l'Europe, dont il aurait ceint la couronne? Alors bien sûr, déjà parce qu'il a été élevé dans cette vision d'une monarchie universelle. Son père donc était empereur du Saint-Empire romain germanique et déjà même anciennement au XIVe siècle, au XVe siècle plutôt, vous avez des théories qui se développent, notamment celle de Dante Alighieri dans un ouvrage qui s'appelle De Monarchia. Il développe cette idée de monarchie universelle, c'est-à-dire que le peuple chrétien trouvera un état de bien-être lorsqu'il sera gouverné par un seul souverain. Et cette théorie de la monarchie universelle est reprise par un des plus proches conseillers de Charles Quint, donc Mercurino Gattinara, qui cherche justement à faire prévaloir le rôle de l'empereur par rapport à celui du pape et par rapport aux autres souverains européens, notamment pour résoudre deux des grands problèmes de l'époque, qui est celui du schisme protestant qui se développe à partir de 1517, à l'initiative du moine Luther, et puis, on va dire, l'avancée ottomane en Europe, hein. Et là, donc, la thèse, la théorie défendue par Mercurino Gattinara, c'est de dire que seul l'empereur est à même d'affronter ces périls. Voilà. Et donc, du coup, l'idée de monarchie universelle est à nouveau avancée, favorisée évidemment par ce titre d'empereur que possède Charles Quint. Alors, pour différentes raisons, Philippe II ne pourra pas le récupérer, ceindre à son tour la couronne impériale. Mais finalement, on sent bien chez lui, et notamment compte tenu de la taille de ses États, de l'emplacement géographique un peu partout dans le monde, qu'effectivement, il va quand même chercher à poursuivre cette idée de monarchie universelle. Et donc, finalement, on va trouver un autre concept qui est celui équivalent, qui est celui de monarchie catholique, c'est-à-dire en concurrence avec le pape, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Il va se définir comme l'homme qui défend le catholicisme et la chrétienté partout dans le monde et qui la répand partout dans le monde. Ce qui est assez intéressant à ce titre, c'est il envisage à un moment une ambassade auprès de l'empereur de Chine pour le convertir au catholicisme. Et finalement, il se présente vraiment comme le représentant de Dieu sur terre, là où on va dire c'était plutôt le rôle du pape, enfin en tout cas. Et donc, ça amène évidemment une relation un peu particulière avec le pape, entre le pape et Philippe II, puisque le pape a besoin de Philippe II parce que c'est le dernier souverain puissant européen qui ne soit pas contaminé par le protestantisme. Et en même temps, on va dire, Philippe II a tendance à marcher sur ses plates-bandes. Donc évidemment, ça pose un certain nombre régulièrement des conflits entre les papes qui vont se succéder pendant le royaume de Philippe II. Mais donc voilà, c'est cette approche assez intéressante de monarchie universelle, mais on va dire camouflée par un objectif religieux, on va dire. Vous en avez parlé un petit peu, donc comment décrivez-vous le catholicisme de Philippe II d'Espagne?
Est-ce qu'il était bigot, dévot, mystique? Alors, je dirais, ces expressions conviennent et ne conviennent pas. Il a été effectivement beaucoup critiqué, soit par ses contemporains, soit par les historiens pour effectivement son bigotisme, sa dévotion. Mais là encore, il faut recontextualiser. D'abord, Philippe II est espagnol, hein, enfin en tout cas de culture espagnole, et les Espagnols ont une approche de la religion, du catholicisme, qui est tout à fait particulière parce que c'est le seul peuple à avoir été occupé par les musulmans et qui a dû vraiment se battre pendant plusieurs siècles pour reconquérir sa terre et avoir le droit d'exercer en toute liberté sa religion, la religion catholique, si bien que le catholicisme se confond véritablement avec l'identité nationale en Espagne pour de nombreux siècles. Et donc, Philippe II, ayant été élevé dans cet environnement culturel, est évidemment extrêmement attaché à la foi catholique et à sa défense. Donc, il est prêt vraiment à tout pour ça. Euh, alors, par ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut recontextualiser, c'est vrai que la religion catholique, c'est beaucoup de formalisme. Donc, il est dévot en ce sens qu'il respecte, on va dire, les usages de l'Église. Il va à la messe plusieurs fois par jour. Enfin, voilà. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il est dévot, entre guillemets. Après, c'est quelqu'un qui effectivement éprouve vraisemblablement un très très grand intérêt pour les questions théologiques, religieuses, donc il s'implique énormément dans le Concile de Trente, alors pour défendre les intérêts politiques de l'Espagne d'abord, mais également vraisemblablement à titre personnel, c'est le seul souverain, enfin il est prince à l'époque, mais à visiter le Concile, donc il y a chez lui vraiment une appétence, un intérêt pour la religion, les choses spirituelles et évidemment pour du coup une religiosité intérieure importante, méditation, et bien qu'elle soit là encore plutôt condamnée par le Concile de Trente, évidemment, ces décrets ne s'appliquent pas aux princes comme Philippe II et notamment il est très intéressé par les écrits de Thérèse d'Avila, donc qui est une grande mystique espagnole, et donc il s'arrangera lorsqu'elle écrira un livre pour en récupérer l'original pour sa bibliothèque de son palais monastère de Escorial. Et puis, on va dire, finalement, c'est son goût, cette inclination pour la religion va même au-delà des qualificatifs que vous avez décrits, c'est-à-dire c'est véritablement une sorte de roi prêtre et l'édification de ce palais monastère de l'Escorial en est vraiment la signification parfaite, puisque donc ce bâtiment, en tout cas par certains contemporains, a été décrit comme une sorte de traduction matérielle du Concile de Trente, donc de reconstruction du temple de Jérusalem, c'est-à-dire une reconstruction de l'Église catholique après qu'elle ait été mise à mal par le schisme protestant. Donc c'est véritablement voilà quelqu'un de complètement imbibé de religiosité dans tous les sens du terme, avec pourtant toujours ce lien avec cette préoccupation du politique, c'est-à-dire notamment sur sa bigoterie, on l'a beaucoup critiqué sur ses collections de reliques, alors qu'en fait, certains historiens, plus récemment, y ont vu en fait le souci de créer une histoire nationale à travers l'histoire religieuse, évidemment, euh, avant la conquête par les morts, pour donner une unité à tous ces royaumes, Aragon, Castille, qui ont encore des particularismes très forts. D'aucuns reprochent à François Ier son alliance avec Soliman le Magnifique, qui était musulman, pour combattre un autre royaume catholique, les Habsbourg. Et en fait, souvent, ces personnes qui critiquent le choix de François Ier oublient le contexte géopolitique d'alors. Hein, vous l'avez rappelé, ne jamais oublier le contexte et commettre le péché d'anachronisme, parce que le royaume de France, il est encerclé par les Habsbourg, et donc la critique fait que beaucoup disent que François Ier aurait été ou eût été un traître à l'Europe en s'alliant avec des musulmans. Pourtant, ce qui est intéressant dans votre livre, on le lit, on le découvre, pour peut-être ceux qui ne savent pas, mais les Habsbourg, eux aussi, ont contracté des alliances avec des musulmans. Alors, auriez-vous un commentaire à faire sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors,
ces alliances, évidemment, sont, comment dirais-je, des alliances plutôt défensives, contrairement à l'alliance de François Ier. En cela, je dirais quand même, François Ier est quand même beaucoup plus dans le sacrilège que les Habsbourg d'Espagne, là où eux-mêmes sont plus dans le réalisme politique. Donc, concernant les Habsbourg d'Espagne, effectivement, ils vont contracter des alliances avec le roi de Tunis, après la conquête de Tunis. Ils rendent sa couronne à ce roi et chassent donc les usurpateurs. Bon, là aussi, ils ont des accords avec les souverains du Maroc, mais donc ce sont vraiment plutôt des alliances défensives avec des souverains qui craignent en fait la poussée et l'expansion ottomane. Euh, voilà. Et puis par ailleurs, c'est vrai que Philippe II se rend bien compte que concernant l'Empire ottoman, il est dans l'incapacité, il ne dispose pas des moyens matériels pour, comme le souhaiterait le pape, mener une guerre là aussi de reconquête des États anciennement byzantins et qui le conduirait jusqu'à Jérusalem. Donc, il va chercher une paix qui sera au moins une paix de fait avec les Ottomans, mais là encore, tout ça est fait de façon très discrète parce qu'évidemment, malgré tout, il se déjugerait s'il faisait une paix ouverte avec le sultan de la Porte. Alors qu'à l'inverse, François Ier, lui, conclut une alliance véritablement offensive avec le sultan contre les Habsbourg et malheureusement tout un tas d'autres États italiens qui sont plus, enfin en tout cas qui ne sont pas vraiment forcément en alliés des Habsbourg et donc même des razzias sur les côtes italiennes et espagnoles, notamment italiennes, où une flotte combinée ottomane et française va mener ces razzias et les Français sont rapidement dégoûtés par les atrocités commises par les Ottomans. Donc c'est quand même, on va dire, deux choses un petit peu différentes malgré tout. Alors, Philippe II, donc, roi très chrétien, très attaché au catholicisme, à sa défense, a été le plus grand chef d'État de son époque. Et vous l'avez dit, vous l'écrivez dans votre livre, il y a des pages très intéressantes, vraiment instructives sur la menace protestante ou hérétique, hein, d'un point de vue catholique, et la menace également ottomane, musulmane. Et j'aimerais avoir votre avis sur un point, c'est est-ce que l'historien de 2021, du 21e siècle, et même les Français ou les Européens qui étudient l'histoire, est-ce qu'ils peuvent vraiment comprendre à 400 ans d'écart les enjeux politiques et religieux et donc analyser les choix politiques, stratégiques qu'a fait Philippe II? Là, c'est l'historien s'y essaye, on va dire. L'intérêt d'avoir du recul, c'est qu'évidemment, on peut regarder les choses sans passion. Euh, et donc, essayer, évidemment, c'est une tâche, on va dire, impossible. L'ouvrage parfait n'existera pas et c'est l'intérêt de la chose, c'est que chacun apporte sa pierre. J'ai essayé d'apporter la mienne. Ce qui m'a semblé important, c'est effectivement de contextualiser. Et notamment, c'est vrai que Philippe II est souvent critiqué pour son fanatisme religieux, mais on oublie de dire qu'effectivement, à cette époque, à peu près tout le monde est fanatique, à l'exception peut-être de la personne, de la figure du prince d'Orange, qui pour moi est une personne que j'ai vraiment découverte à l'occasion de l'écriture de cet ouvrage et des recherches que j'ai pu faire et qui m'a semblé vraiment un personnage tout à fait remarquable et très en avance sur son époque, puisque alors que la tolérance religieuse n'existe pas à cette époque, les protestants en fait ne rêvent que d'une chose, c'est, enfin, en tout cas ils n'envisagent pas la cohabitation de deux religions. Pour eux, c'est le protestantisme doit s'implanter partout et existe le catholicisme. Et à l'inverse, évidemment, les catholiques, ben, du coup, défendent également leur précaré et ne veulent pas entendre parler de ce protestantisme qui là encore, les supprimerait. Donc, du coup, bon, il y a cette figure du prince d'Orange qui, lui, justement, envisage une cohabitation pacifique entre les religions, mais c'est vraiment l'exception, puisque même Henri IV, lorsqu'il abjure le protestantisme, finalement fait une place un peu congrue aux protestants avec son édit de tolérance et qui porte en germe finalement la révocation de cet édit par Louis XIV
un certain nombre d'années plus tard, quoi. Donc c'est ça qui est important, c'est de voir les choses dans leur contexte. Même sur des détails un peu mineurs, j'évoquais aussi celle de la tenue vestimentaire. Donc on dit voilà, les Espagnols sont des ultra-catholiques. D'ailleurs, regardez, ils sont tous habillés en noir, etc. Donc c'est pour ça que je me suis permis de citer c'est le livre du courtisan, donc il y a un best-seller de l'époque où on va expliquer comment, dans une certaine partie de l'Europe, bah, il est de bon ton de s'habiller en noir, on va dire pour le quotidien, ce qui n'empêchera pas les jours de fête d'avoir des tenues flamboyantes et chamarrées. En fait, pour revenir à ma question, c'est que je trouve toujours un peu étonnant que, c'est pas ce que vous faites, hein, vous, dans votre livre, mais je trouve toujours un peu étonnant que des historiens critiquent le fait qu'un roi catholique ait voulu défendre la religion catholique. En fait, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que au XVe siècle, un protestant défend sa religion. Alors après, on peut critiquer éventuellement la forme du combat, mais sur le fond, je trouve toujours étonnant qu'on critique le fait qu'il y a 400 ans, un roi catholique doit défendre le catholicisme. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous rappelez un point important. Vous dites qu'il n'y a pas que les catholiques qui sont fanatiques, et vous citez des exemples, parce que ce soit les musulmans ou même les protestants, dès qu'ils sont en situation de majorité, bah, ils ne se privent pas pour commettre également des exactions sur les plus faibles. Oui, et même surtout cherche à éliminer les religions concurrentes. C'est vrai que j'ai fait quelques développements sur la situation de Al-Andalus, donc le royaume arabe d'Espagne avant la Reconquête, où effectivement beaucoup d'historiens vont présenter ça comme un modèle de tolérance, tout le monde s'aime, tout le monde pratique sa religion comme il l'entend, la vie est parfaite, alors que c'est pas du tout le cas dans la réalité. On va dire il y a des massacres de juifs, de chrétiens, les, 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 les minorités religieuses ont un statut inférieur à ceux des musulmans et très vexatoire à l'occasion. Donc effectivement, bah, je pense que ces historiens n'ont pas assez étudié la question ou essaient de mettre en avant cette chose par facilité parce que bah, effectivement c'est une idée qui a été véhiculée pendant plusieurs siècles ou par désir de sensationnalisme en disant mais je pense que c'est difficile d'écrire une biographie si on n'aime pas enfin un minimum, si on n'a pas un minimum d'intérêt ou de respect pour son personnage. Donc, c'est vrai que enfin, je citerai pas de nom, mais effectivement, vous avez des biographies qui sont assez moyennes sur le sujet où finalement l'auteur passe son temps à critiquer Philippe II, ce qui me semble pas forcément être une approche très constructive de l'historien, de la rédaction de l'histoire. Alors, si vous le voulez bien, monsieur, on va changer de sujet. On va abandonner la religion, la géopolitique, et on va parler des arts, parce que vous le traitez de sujet aussi dans votre livre. Donc, Philippe II fut grandement intéressé par les arts, l'architecture, la culture au sens large du terme. Sa réputation de collectionneur a dépassé les frontières de son empire, et du royaume d'Espagne et de l'empire des Habsbourg. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Alors, donc, c'est quelqu'un qui est né dans une famille d'esthètes, en fait, surtout aux Pays-Bas. Donc, plusieurs gouvernants généraux des Pays-Bas se succèdent aux Pays-Bas en l'absence de Charles Quint, donc, qui se trouve en Espagne ou ailleurs à guerroyer. Et ces femmes, Marie de Hongrie notamment, sont vraiment déjà des femmes ayant un goût très sûr pour la peinture. C'est une région là encore pour un certain nombre de raisons, où vraiment qu'il y a un grand foyer artistique, les Pays-Bas, il y a beaucoup de peintres. Et donc, Philippe II va faire un voyage en 1548 qui l'amène aux Pays-Bas. Et il va découvrir cet univers et il va faire preuve d'une grande curiosité, s'intéresser beaucoup, que ce soit à l'architecture, à ce qu'il voit, l'architecture, la peinture, enfin les différents arts. Et du coup, importer en Espagne, enfin ramener avec lui en Espagne ce goût pour les arts, pour la peinture, pour l'architecture. Donc c'est effectivement un grand collectionneur, notamment d'un peintre assez inattendu, qui est Jérôme Bosch, donc, un peintre qui, à la limite, aujourd'hui, pourrait passer pour surréaliste, compte tenu un petit peu des sujets qu'il a choisis. Et donc, Philippe II possède, je crois, quelque chose comme 38 de ses peintures.
Il en est apparemment tellement, enfin, en tout cas, ça l'intéresse tellement que dans une correspondance à ses enfants lorsqu'il s'est déplacé au Portugal après l'annexion du Portugal, le rattachement du Portugal à ses États, il décrit donc une sorte de procession et raconte à ses filles qui sont encore adolescentes, ce qui prouve qu'elles avaient déjà un certain niveau de formation. En tout cas, il leur avait sans doute déjà fait découvrir ses collections et il leur dit, bah, voilà, cette procession vous aura intéressé parce qu'elle ressemble à un tableau de Jean Bosch. Alors après, il faut bien voir aussi que Philippe II est toujours avant tout, comment dirais-je, commandé, dirigé par son devoir d'homme d'État et donc parfois dans son approche des choses artistiques, il sera un peu, enfin, il va se fixer des bornes en raison de considérations politico-religieuses. Et donc, c'est notamment la fameuse histoire du Gréco. Donc là aussi, c'est vrai que beaucoup d'historiens disent un peu facilement, voilà, Philippe II avait des goûts très conservateurs en matière de peinture. D'ailleurs, regardez, il n'a pas fait de commande au Gréco, alors qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Il passe une commande au Gréco pour un tableau qui doit figurer en bonne place dans la chapelle de l'Escorial. Et malheureusement, le Gréco, qui semble-t-il n'a pas beaucoup de sens politique, va faire quelque chose qui est totalement contraire. Donc, ce tableau s'appelle Le Martyr de Saint-Maurice, contraire donc aux directives du Concile de Trente, donc qui était censé rendre les sujets religieux très accessibles aux fidèles donc par la peinture. Donc, il fallait faire des choses simples, directement compréhensibles. Et là, dans ce martyr de Saint-Maurice, on voit un groupe de personnages conversés au premier plan et le martyr lui-même n'est représenté qu'en arrière-plan de façon quasiment invisible. Et donc, Philippe II, là encore, à la fois effectivement grand amateur d'art, grand amateur de peinture, mais aussi personnage extrêmement sérieux et comment dirais-je, constamment conscient de son rôle de chef d'État et également on va dire, d'auxiliaire principal de l'Église catholique, rejette ce tableau, du coup, qui est mis dans un coin sombre de l'Escorial, au lieu d'avoir la place de choix qu'il aurait dû avoir. Mais donc c'est un peu, on va dire, un des aspects du personnage qui effectivement peut surprendre. C'est vraiment ce souci du détail. Je n'ai pas mentionné un autre tableau qui a été rejeté aussi. C'était un tableau peint par un peintre italien. Et là aussi, ça représente la nativité. Et il rejette le tableau parce que je crois il y a un des personnages apporte des œufs donc dans la scène du tableau. Il dit mais non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est un peu un paradoxe. Donc, effectivement, un grand esthète et en même temps, quelqu'un qui, de temps en temps, réfrène son goût pour la peinture par des considérations politico-religieuses. Alors, il me reste deux questions. Donc, mon avant-dernière question. Donc, il existe une légende noire qui a entouré Philippe II d'Espagne. Je dis entouré pour la simple et bonne raison qu'elle a existé de son vivant. À titre personnel, je trouve dommage que cette légende noire, très souvent, continue de prendre le pas sur les faits. Et puis, il y a un exemple, alors on pourra en citer plein. Vous avez déjà cité certains éléments d'une légende noire qui est plutôt injuste par rapport aux faits, mais il y a un élément qui est assez intéressant, c'est l'invincible Armada. C'est qu'aujourd'hui encore, on entend parler d'invincible Armada. Or, ce nom n'a jamais été donné par les Espagnols pour nommer leur flotte. Et je trouve intéressant que ce nom qui a été donné par les adversaires de l'Espagne continue aujourd'hui à être utilisé, alors que dans les faits, ça n'a jamais été l'appellation consacrée, parce qu'eux parlaient plutôt de bienheureuse flotte. Donc, est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur le côté Bien sûr. Armada et sur la légende noire qui malheureusement perdure? Alors, je dirais la légende noire a quelques fondements parce que Philippe II, notamment dans la seconde partie de sa vie, s'est permis des choses que les autres souverains ne faisaient pas. Donc, il y a son caractère quand même extrêmement implacable vis-à-vis là encore, des personnes qui gênent sa politique. Donc, on va dire chez lui, la raison d'État a vraiment, effectivement, une dimension un peu implacable. Donc, c'est l'enfermement de son fils. Donc, son fils
plus ou moins fou, menace de quitter l'Espagne et d'aller clamer partout que son père est un personnage tyrannique. Et donc, il faut bien effectivement l'enfermer, mais les conditions d'enfermement qui lui inflige, en fait, poussent véritablement son fils au suicide parce que c'est un enfermement, enfin, on va dire, un enterrement vivant, quoi. Et il fera de même avec la princesse d'Éboli. Et puis surtout, il se permet ouvertement de mettre à prix la tête du prince d'Orange. Alors, on va dire, la période de la Renaissance est très riche en assassinats politiques. Les théoriciens, on va dire, certains théoriciens même la légitiment, mais on va dire, en principe, le souverain n'est pas censé trop se mettre en avant dans ce genre de basse besogne, et lui le fait. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on va dire, il y a quand même des matériaux qui peuvent nourrir une légende noire. Après, malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est que l'Espagne, en fait, n'a pas su a été une mauvaise communicante dans les siècles qui ont suivi, c'est-à-dire que au départ, autant sa puissance, l'Espagne, évidemment, est fortement critiquée par tous les pays qui sont susceptibles d'avoir affaire à elle, donc qui risquent, et donc ça, on est dans un jeu assez normal. Mais lorsque l'Espagne va perdre un peu de sa puissance dans les siècles suivants, cette légende noire perdure, c'est le pays de l'Inquisition. Euh, et les souverains espagnols successifs ne vont pas réussir à mettre en place une communication pour montrer en avant les aspects positifs de leur royaume. Et c'est particulièrement vrai au XVIIIe siècle, où là on change de dynastie. Ce sont les Bourbons qui gouvernent l'Espagne alors, qui sont sur le trône d'Espagne. Et on voit le décalage entre un Charles III d'Espagne, qui essaie pourtant de réformer son pays, mais qui n'arrive pas à se vendre auprès de ce qu'on peut appeler l'opinion publique européenne, donc les quelques philosophes qui font un peu la pluie et le beau temps, comme par exemple Frédéric de Prusse ou Catherine II de Russie, qui sont quand même des souverains absolument, on va dire, assez épouvantables par certains côtés, mais qui malgré tout arrivent à se rendre sympathiques, à se présenter comme un homme ou une femme des Lumières, auprès donc, de cette opinion publique européenne. Donc je pense qu'il y a un gros déficit de communication et qui fait d'ailleurs encore aujourd'hui, l'histoire de l'Espagne est assez largement méconnue. On va dire l'Espagne, pour beaucoup de personnes, c'est le pays, on va dire, du flamenco, des tapas et des courses de taureaux. Et on a tendance à oublier, on va dire, ce merveilleux passé historique qui est quand même tout à fait exceptionnel, avec en plus, j'allais dire même concernant la conquête du Nouveau Monde, une approche très particulière. Alors, on va dire, évidemment, les Espagnols ont exploité les Indiens dans les grandes largeurs, mais malgré tout, il y avait quand même la volonté de leur faire une place dans la société nouvelle qui se crée en Amérique, là où, par exemple, la colonisation anglo-saxonne, elle, ne laissait aucune place aux Indiens. Donc, et sur la permanence, alors pardon de revenir là-dessus, mais sur le terme invincible armada, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'esprit, on parle d'une grande défaite espagnole, alors que comme vous le dites, alors oui, il y a des combats, mais c'est principalement une tempête, mais même sur la notion de non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend encore aujourd'hui l'invincible armada, mais c'est là où on voit je pense que le terme est resté, alors, du fait effectivement de ce défaut de communication des Espagnols, mais aussi parce que malgré tout, le terme était assez bien choisi, c'est-à-dire que Philippe II, à cette époque, est le seul souverain qui, sur un claquement de doigts, peut dire ben voilà, je réunis une flotte de 150 navires avec 50 000 soldats à bord pour envahir l'Angleterre. On va dire. Je pense qu'à mon avis, le terme a plu, il est resté, même si effectivement, comme vous l'avez bien souligné, ça n'est pas un terme espagnol au départ, parce qu'il correspondait à une certaine image qu'on se faisait, je pense, de la puissance espagnole. C'est vraiment cette capacité, comme ça, à lever d'un claquement de doigts vraiment une puissance militaire colossale, considérable pour l'époque, comme aucun souverain européen n'aurait pu le faire. Je trouve intéressant quand vous dites que les Espagnols, par la suite de leur histoire, n'ont pas été capables de bien communiquer ou de mieux vendre leur histoire.
Et c'est vrai que vous avez parlé de Frédéric II ou de Catherine de Russie, mais c'est vrai que il n'y a pas chez les Espagnols ce, entre guillemets, de despote éclairé, au sens, bah, Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que justement, Charles III, entre guillemets, est considéré comme un despote éclairé. C'est quelqu'un qui essaie d'introduire des méthodes d'administration modernes dans le pays, donc notamment sous l'influence un peu du système administratif français, donc qui crée des intendances. Il y a un intérêt très important qui est porté au sujet économique. Il a bien conscience du retard industriel de l'Espagne, il essaie de créer des manufactures. Et même le personnage de Charles IV, qui est extrêmement décrié, euh, donc ce roi qui gouverne à partir de, en plus dans une période, il n'a pas de chance, c'est la période de la Révolution française, puis de l'Empire conquérant. Et donc, là aussi, il y a quand même beaucoup de réformes qui ont lieu à son époque, un intérêt très, très marqué pour les sciences, et même, par exemple, de façon tout à fait anecdotique, les Bourbons n'ont jamais été des grands admirateurs de corrida. En 1806, les corridas sont interdites en Espagne parce qu'on juge effectivement, enfin en tout cas la cour, enfin le gouvernement de Charles IV d'Espagne, notamment sous l'influence de son favori, juge ce spectacle cruel. Donc en fait, c'est effectivement, il y a ce problème, effectivement, cette incapacité à se vendre. Le fait aussi que, bah, en tout cas par exemple pour Charles IV d'Espagne, euh, la France avait tout intérêt à présenter l'Espagne comme un pays arriéré et obscurantiste, puisque ça permettait de légitimer la conquête et le changement de dynastie. On disait, ben voilà, c'est une dynastie complètement dégénérée, le pays est dirigé par des moines fanatiques et par l'Inquisition. Bon, voilà, on apporte Joseph Bonaparte avec sa belle constitution de Bayonne, et voilà, et enfin l'Espagne rentre dans l'ère moderne. Donc il y a ça aussi, c'est qu'effectivement, des adversaires de l'Espagne, bien longtemps après le siècle d'or, avaient intérêt encore à colporter cette légende pour des motifs politiques et stratégiques. Alors, vous avez employé le terme, donc ça facilite la transition et ma dernière question. Donc, les historiens parlent souvent de siècle d'or pour caractériser le règne de Philippe II d'Espagne. Est-ce qu'avec le recul des siècles, cette appellation est méritée? Je pense parce que véritablement, donc, c'est sous Philippe II que l'Espagne atteint son apogée en termes de puissance, d'étendue géographique. Donc ça, c'est déjà c'est aussi la période où la richesse de l'Espagne est la plus grande. Donc il y a une rationalisation de l'exploitation des mines d'or et surtout d'argent en Amérique. Donc l'Empire, donc il y avait une sorte de pression que la puissance de l'Espagne s'appuierait sur la richesse du Nouveau Monde et grâce à cette montée en puissance, à cette rationalisation de l'exploitation des mines et des richesses du Nouveau Monde, l'Espagne parvient à financer en partie sa politique d'expansion. Et puis, on va dire, c'est ce siècle d'or, bon, j'en ai parlé dans le livre, c'est cette période où effectivement un peuple en fait a l'impression que tout est possible, tout est réalisable. Donc effectivement, vous avez des Espagnols qui partent au bout du monde, qui ne doutent pas d'envahir la Chine avec 6000 soldats. Alors bon, là, ça ne se fait pas, mais on va dire dans le cas de l'Amérique, c'est quand même très, très impressionnant de penser que finalement, vous avez la création de ce gigantesque empire avec finalement quand même une poignée d'hommes pour le diriger, l'administrer. Et malgré tout ça tient, on va dire, comment dirais-je, la pérennité de cet empire n'était pas du tout assurée. Là encore, beaucoup d'historiens vont la tenir pour acquise, alors que finalement, tout ça n'a que quelques dizaines d'années d'existence et une mauvaise gestion de cet empire aurait pu conduire à sa fin prématurée. Et là, donc, là aussi, Philippe II, par son souci d'administration, d'organisation, tous les relais également, parce que justement, il y a cette flamme qui vraiment se communique à l'ensemble de la population, qui, comme là aussi je l'écris, s'inscrit un peu dans cette tradition en fait, de la Reconquista, où finalement la population est associée au dessein du souverain
Et on va dire, il y a la reconquête permet l'acquisition de terres, d'élévation sociale, et finalement, dans cette expansion, dans cette poussée vers le nouveau monde, finalement, c'est un peu la même chose. Les gens ont un désir d'ascension sociale, et en même temps, évidemment, tout ça se fait dans une ambiance un peu de rêve qui, pour moi, justement, est très caractéristique de ce siècle d'or espagnol, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci pour cet entretien passionnant, Monsieur Dupont. Donc, je rappelle, Euh, Francis Dupont, Philippe II d'Espagne, l'apogée du siècle d'or. Je mettrai la couverture pour que les gens le voient bien. Voilà, aux éditions. Merci, merci beaucoup Franck Abed pour cet entretien que moi-même j'ai beaucoup apprécié.